revue de presse hebdo. Et voilà, nous sommes samedi le 25 octobre 2025 pour bien cadrer notre revue de presse de la semaine passée et la semaine à venir. Il y a beaucoup de matière sur la table. On va commencer, notre revue de presse, va voir en soulignant toujours la participation de Paul Lavigne, notre metteur en ondes incomparable, pour être sûr qu'on nous entend et qu'on nous entend bien. Et puis, cette semaine, dans notre revue de presse, je dirais qu'on est choyé. On va faire la revue de presse à 3, finalement, sur les ondes de CNV, la radio numérique, et aussi la radio AM 940. Eh bien, en compagnie d'abord de Gilles Charland, qui a déjà partagé le microphone quelques matins avec nous. Gilles Charland, qui est un spécialiste des relations de travail. Compte tenu de ce qui s'est passé dans les dernières heures à l'Assemblée nationale, eh bien, il y a beaucoup de matière à réfléchir et à analyser sur les relations de travail du gouvernement avec des professionnels de toutes catégories, mais cette fois-ci avec les médecins. Gilles Charland, bonjour! Bonjour, Rémi. Bon, alors on se retrouve, et puis, autour de l'écran, puis quasiment en direct, Michel Venn, Michel Venn, qui est toujours avec nous, avec nos formules qui s'adaptent aux circonstances et aux différents dossiers que nous avons traités. Michel Venn, donc, qui a été une longue période au journal Le Devoir, qui est un journaliste, qui a été journaliste à l'Assemblée nationale aussi, il faut le souligner, parce que, évidemment, je me suis levé une couple de fois cette nuit pour voir qu'est-ce qui se passait à l'Assemblée nationale pour l'adoption de la loi sur la nouvelle façon de rémunérer les médecins. Et là, je pensais à Michel qui a couvert ces périodes-là aussi à l'Assemblée nationale. Bonjour Rémi, bonjour Gilles, bonjour tout le monde. Alors, bonjour. Effectivement, à l'Assemblée nationale, quelques fois, parce que c'est pas la première fois qu'un gouvernement utilise le bâillon. C'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. C'est toujours dans des circonstances forcément bien spéciales. Alors là, cette fois-ci, c'est avec ces professionnels de la santé, les médecins. On va en parler. On va en causer. Alors, bienvenue à nous, je dirais, à nous quatre, avec Paul Lavigne, qui est à la mise en onde. Alors, abordons directement ce sujet, donc, qui a occupé les dernières heures et les dernières heures de la nuit, Le gouvernement qui dit, finalement, moi, je veux réviser le mode de rémunération des médecins. Bon, pour le présenter de façon très simple, sinon peut-être un peu simpliste, on dit jusqu'à maintenant, un médecin, il est rémunéré à l'acte, que ce soit un médecin spécialiste ou un médecin omnipraticien, il est rémunéré. À chaque fois qu'il fait un acte, il y a une rémunération qui est attachée, qui est payée par l'agent payeur qui s'appelle la Régie de l'assurance maladie du Québec. Là, le gouvernement dit, compte tenu du fait qu'il y a des actes qui ne sont pas réalisés, pour toutes sortes de causes, là, mais il y a des actes qui ne sont pas réalisés, soit chez les médecins omnipraticiens ou les médecins spécialistes. Maintenant, on va rendre les médecins collectivement responsables de fournir les services à tous les patients et à toutes les personnes qui ont besoin de services. Et puis, c'est les médecins qui vont être responsables, qui seraient dorénavant responsables de fournir, disons, l'ampleur des services auxquels il faut apporter des réponses, tant chez les médecins omnipraticiens, ça s'appelle donc la prise en charge, ou chez les médecins spécialistes, qui s'appelle, réaliser les actes. On dit, par exemple, au niveau des chirurgies, qu'il y a 6 000 personnes qui attendent des chirurgies au Québec. Alors, on dit, une nouvelle formule. Voilà, on l'implante dans une loi. On vous dit, maintenant, c'est tous les médecins qui vont être responsables de fournir tous les services. Puis si on n'atteint pas les objectifs de rendre ces services-là à la population, eh bien, on y a adjoint une formule de pénalisation. On va vous punir. On va couper, là, on va couper la rémunération de 15 %. Bon, le ministre aurait j'ai pas eu le temps ce matin d'aller à la fine pointe des débats jusqu'à 4 heures du matin, là, mais ce serait réduit à 10 %, peu importe, 10 ou 15 %. Alors, on va vous pénaliser de 10 ou 15 %. On adjoint aussi à cette loi spéciale-là sur la révision de la façon de rémunérer les médecins et de comptabiliser les actes à réaliser. On adjoint une formule pour punir les désobéissants, ceux qui n'obéiraient pas à la loi.
en disant, ben moi, je m'en vais en Ontario, je vais ailleurs. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu ailleurs dans d'autres circonstances. Alors, il impose la même loi, d'abord le retour au travail, et puis le retour au travail par des pénalités financières importantes si on n'adhère pas à la formule. Bon, ça fait un résumé un peu trop carré, là, quant à l'ensemble des discussions qui ont pris place au cours de la dernière année, là. Mais bon, la loi est adoptée maintenant et comme dans toute loi, quand on change radicalement le mode de rémunération ou de relation avec le travail à réaliser, est-ce que ça va marcher? C'est ça la question qu'il faut se poser. Alors, je vais commencer par Gilles Charlet, qui est un spécialiste des relations de travail, qui a beaucoup négocié, des deux côtés de la table, qui a négocié pour les organisations syndicales, qui a beaucoup négocié aussi au niveau gouvernemental. C'est bon, ben là, il y a comme un nœud gordien qui s'était tressé. Que penser ce matin, Gilles, de dire, bon, la formule de changement radical au niveau de la rémunération, bon, que penser d'abord de l'adoption de la loi, puis ce qu'il faut toujours penser, j'imagine, là, c'est, ça va-tu marcher? Gilles, quels sont vos premiers commentaires là-dessus? Je pense que ça ne fonctionnera pas. Et je pense que le gouvernement a utilisé une très mauvaise stratégie dès le départ en déposant un projet de loi qui réformait le système de rémunération avant même le début des négociations avec les médecins. Alors, c'est un peu comme s'il avait tracé la ligne d'arrivée avant le point de départ. Oui. Alors, ça, c'est mon premier commentaire. C'est très malhabile parce que ça a braqué les médecins dès le départ et ça a fermé tout dialogue. Deuxième élément, le problème du réseau de santé, comme dans celui d'éducation, est multicomplexe, de nombreux rapports, le rapport Clair et plein d'autres rapports. Ouais. Et c'est un problème qu'il faut prendre de façon globale. Et là, tous les gouvernements prennent ça un peu à la pièce. On négocie avec les infirmières pour régler le problème du réseau de la santé à travers des conditions de travail. Et la même chose avec les médecins, même chose avec les centrales syndicales l'an dernier. Alors, donc, on n'a pas de vue globale et on essaie de régler ça, de mettre un peu un diachylon sur un bobo qui est immense, qui aurait besoin d'une opération majeure. Ouais. Mais là, on essaie de mettre des diachylons. Et à mon avis, la négociation de conditions de travail n'est pas le forum approprié pour régler l'ensemble des problèmes du réseau. Quelques exemples pratiques. Je pense qu'il y a une volonté de tout le personnel du réseau, incluant les médecins, les élus, tout le monde veut bien faire et tout. Quand il y a eu le COVID, à un moment donné, les médecins, les infirmières, on a aboli toutes les structures, on s'est assis en groupe, puis on a trouvé des solutions pour aller plus rapidement. On a mis de côté les conventions collectives. Ça ne veut pas dire de ne pas négliger les conditions de travail. Ce que je veux dire, c'est que les gens ont été innovateurs et ont percé. Quand est arrivée la crise du verglas, à un moment donné, le premier ministre, M. Caillé, M. Bouchard à l'époque, m'ont appelé. Mon syndicat représentait les employés d'Hydro-Québec. Là, on a dit, on met de côté la convention pour on parer au plus urgent. Et là, les monteurs de ligne et tout, là, ça travaillait. Ils ont fait un job extraordinaire. Et tout le personnel d'Hydro-Québec. La Ville de Montréal, pareil, le maire et le premier ministre m'avaient appelé. On se rappelle que les réservoirs d'eau étaient possiblement en danger. Ouais. Alors, à un moment donné, j'ai parlé au syndicat des cols bleus. J'ai rencontré les gars, parce que c'est majoritairement des gars, à l'usine. Les gars ont dit, garde, là, on va faire ce qu'il y a à faire. Ce que je veux dire, c'est que les travailleurs, tout le monde, quand ils veulent mettre la main à la pâte, sont capables de trouver des solutions créatives. Alors, je pense que c'est un très mauvais geste du gouvernement qui veut faire un peu le matamor là, dans ses derniers retranchements, possiblement. Ouais. Alors, voilà. Je pense que c'est une mauvaise solution. Voilà des commentaires, des observations liées à l'expérience dans d'autres circonstances, comparées d'autres circonstances dramatiques, là. Et effectivement, est-ce qu'on peut se dire que les échanges, les négociations avec ces 20 000 professionnels de la médecine ont été, disais, épuisés avant d'aller à l'ultime geste? Ben, je ne pense pas, pour prendre ton expression. On a fixé la ligne d'arrivée avant le départ des négociations. Il y a beaucoup d'autres choses auxquelles il va revenir. Michel Venn, oui. Eh bien, je vais me tourner vers l'écran. Bon, non seulement te souhaiter un bon matin, mais c'est comme si tu étais couché à 5 heures là, à la tribune parlementaire
à la tribune parlementaire à Québec, puis tu avais suivi les débats, alors tu es habitué à cette formule-là. Que penser donc de ce geste du gouvernement, c'est ça, d'utiliser le bâillon pour dire « j'ai raison », et puis je vais faire en sorte de forcer avec ma majorité un nouveau rapport avec des professionnels de la santé. Que penser de ce geste et de l'avenir aussi? Deux choses. D'abord, on le disait tout à l'heure, c'est pas la première fois qu'un gouvernement utilise le bâillon pour faire adopter une loi, là. Alors, ce que je veux dire, c'est que M. Legault adopte une ancienne façon de gouverner. Une façon de gouverner par le haut, hein? D'abord, très centralisée. Depuis que la CAQ est là, il y a eu beaucoup de centralisation dans la gestion des affaires publiques, que ce soit en éducation, en santé ou même dans le développement régional. Tout part d'en haut. Tout part du bureau du premier ministre, d'une certaine manière. Et ça s'est accentué. Je ne dis pas que c'est nouveau dans la gouverne publique, mais ça s'est beaucoup accentué. Le Québec, c'était beaucoup décentralisé depuis les années 80. C'est un peu comme ça qu'on avait combattu aussi le néolibéralisme triomphant dans les années 80-90. On donnait du pouvoir à plein de gens à travers des structures régionales, puis on rendait les gens imputables. On a balayé ça depuis le début du 20e siècle avec une approche de la gouvernance qu'on appelle... bref, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais tout ça pour dire que Legault, il a décidé de marquer sa dernière année par des gestes autoritaires. Il veut se démarquer de ses adversaires en disant « Moi, je suis déterminé. Et moi, il n'y a rien qui va m'arrêter. » Quand il dit « Moi, je veux me battre », là, on a vu contre qui il veut se battre, mais pourquoi, ça, c'est une autre histoire. Parce que là, on a vu qu'il a gagné une bataille contre les médecins. Mais en fait, il a gagné une bataille. Il a imposé son choix parce qu'il est majoritaire à l'Assemblée nationale. Point. Il n'a pas gagné une bataille. Tout à fait. Il a imposé un choix. C'est une manière autoritaire de faire. Mais c'est sa façon de se démarquer de ses adversaires politiques. Moi, je décide. Moi, j'avance. Je ne suis pas certain que c'est le genre de leadership que les gens veulent. Il y a une partie de la population qui veut ça. Mais je suis certain de savoir que ce n'est pas le genre de leadership dont notre époque a besoin. Ça, c'est la première affaire. Donc, M. Legault a imposé son choix. Donc, est-ce que ça marche? La loi est adoptée. Mais il va toujours en rester quelque chose de cette loi-là, même si les oppositions, prenant le pouvoir, modifient la loi par la suite. Mais on a plusieurs mois devant nous avant que la loi commence à être appliquée et puisse avoir quelques effets possibles, y compris les effets négatifs, parce qu'il y en a des médecins qui vont sacrer leur camp. Il y en a des médecins qui vont prendre leur retraite, puis il y en a des patients qui vont devenir orphelins. On va avoir exactement le résultat contraire de ce qui est supposé d'être recherché. Mais l'autre chose, c'est quand on se dit, par rapport au contenu de la loi, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que la rémunération des médecins doit évoluer, doit se transformer. La rémunération à l'acte a ses avantages, mais elle a aussi ses inconvénients. Mais, d'ailleurs, parenthèse, quand le gouvernement dit on veut rémunérer les médecins en fonction de la performance, la rémunération à l'acte, c'est une rémunération à la performance. Plus tu fais d'actes, plus tu es payé. Alors bon, un jour, peut-être que le ministre Dubé, quand il sera plus ministre, va vouloir nous expliquer exactement ce qu'il a voulu dire. Hein? Mais pour le moment, oui, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que ça doit évoluer. Les médecins eux-mêmes. D'ailleurs, il y a à peu près 20 de la rémunération des médecins actuellement qui n'est pas à l'acte dans le réseau. Il y a eu une évolution ces dernières années. On aurait pu continuer d'évoluer à une condition, qu'on sache comment le gouvernement veut-il que le réseau évolue. Parce que, en première ligne, on n'a toujours pas de politique de la première ligne du ministère de la Santé. On ne sait pas ce que Santé Québec veut faire avec ça. Hein? Santé Québec, c'est une boîte fermée qui ne rend pas de compte. Alors, bref, est-ce qu'il y a quelque chose qui va ressortir de positif de cet épisode-là? J'en sais rien. Mais, à mon avis, tout est à reprendre. La discussion fondamentale sur l'avenir du système est à reprendre parce qu'on n'en a pas parlé. On n'a rien que parlé d'un rapport de force entre un premier ministre qui veut s'imposer et des médecins qui, évidemment, veulent s'assurer que dans l'avenir, ils aient encore un mot à dire sur leurs propres conditions de travail. Voilà qui nous amène donc à au moins deux aspects qui découlent de cette situation de l'adoption forcée d'une loi pour réviser le mode de rémunération. Mais plus que cela,
le ministre dit, j'introduis une réforme qui va faire en sorte que ce sont les médecins qui vont devenir responsables de l'offre de services. Première question, est-ce que les médecins ont envie de faire de l'administration ou s'ils ont envie de faire de la médecine? C'est ça, c'est une des bonnes questions. Ce que tu soulèves, chez Charlin aussi tantôt, là, c'est de dire, bon, ben là, si on regarde ça de façon globale, on est des professionnels pour lesquels, d'ailleurs, dans la société en général, sans exception, on reconnaît la compétence des médecins. Il n'y a jamais une question qui se pose là-dessus. Cependant, pour l'exercice de cette compétence-là, est-ce qu'on peut se dire, bon, ben, regardez, moi, là, si je rends tel service à mes patients en termes d'échange, ben, est-ce que ça va compter dans une formule globale? J'ai beaucoup essayé de comprendre, là, Michel aussi et Gilles, là, j'ai essayé de comprendre l'article 29 de ce projet de loi-là. La formule pour calculer comment chaque groupe de médecins va être responsable. Je vais vous dire une affaire, je pense que je vais introduire un cours de 3 crédits à l'université pour comprendre juste et comprendre la formule. Alors, j'imagine le médecin qui, avec ses patients, y a-tu 10 secondes à passer à comprendre cette sacrée formule-là qui fait en sorte que la responsabilité collective, là, c'est à l'État la responsable. La responsabilité est à l'État d'organiser le système de façon telle à ce que, d'une façon simple, sinon simpliste, un patient qui a besoin, une personne, un usager qui a besoin d'un service, est-ce qu'on peut avoir une organisation du travail qui fasse en sorte qu'on répond aux besoins-là? Parce que, introduisons par exemple un autre facteur. Bon, la population vieillit. C'est une sacrée bonne nouvelle, ça, on vit plus longtemps. Bien, on vit plus longtemps parce qu'on a des bons soins, des bons services, des bonnes alimentations, on a des meilleurs comportements de vie, etc. Mais on a besoin, effectivement, d'accompagnement, sinon de soins de santé plus longtemps. C'est pas compliqué à comprendre. Alors, dans cette formule-là, est-ce que le médecin va se préoccuper, lui, est-ce que la charge que je livre en rencontrant mes patients va contribuer collectivement à la réponse à donner globalement? Puis, au bout de la ligne, écoutez, je vais être pénalisé si je vais être pénalisé. Ça va paraître une méthode qui ne prend pas en compte, donc, l'ensemble des services à une population. On s'est donné un régime public de santé. Bon, bien, il faut le gérer avec les règles du public. Gilles Charlin, qu'est-ce qui devrait... Bon, c'est pas en termes de prédiction, qu'est-ce qui va se passer maintenant avec cette nouvelle approche-là? Parce que je cite un dernier chiffre, là, quant à moi. Bon, on veut forcer les groupes de médecine de famille qui appartiennent aux médecins d'ailleurs, qui appartiennent aux médecins très largement, à inscrire des patients à partir de 2027, tous les patients. Mais ils sont déjà débordés. Comment faire en sorte que si tu as 15 000 patients puis on te force à en prendre 5 000 autres, tu vas rendre un meilleur service? Que penser de cette approche pour l'avenir, Gilles? Encore une fois, je fais du pas ce que Michel disait. Je pense que le gouvernement gère d'en haut et ne se préoccupe pas de ce qui se passe sur le terrain. Il ne le connaît pas. Il a centralisé, comme bien d'autres gouvernements, j'en conviens et tout. Et on remarquera que dans tous les pays désindustrialisés, il y a des problèmes dans les réseaux de santé, notamment pour les raisons que tu évoquais, Rémi. Il y a un accroissement de la population avec les naissances, l'immigration et tout. On vit plus longtemps, les technologies coûtent de plus en plus cher, les médicaments. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est un problème global et la mesure du gouvernement va être contre-productive. On ajoute de la paperasse et de la bureaucratie aux médecins alors qu'ils en veulent moins. Et je pense que là-dessus, la solution, c'est un problème global. Oui, tu as raison, l'État est ultimement responsable, mais tu ne peux pas, un réseau de cette ampleur-là, régler ça tout seul. Et ça prend la participation des gens qui sont dans le réseau. Et moi, ce que je suggérerais, un peu comme un conclave, de se faire un véritable plan d'action à court, moyen et long terme. Il n'y a personne qui a de baguette magique et ça va se résoudre et tout ça. Parce qu'effectivement, il y a un manque de personnel. Je dirais pas nécessairement chez les médecins, mais chez le personnel plus connexe, les psychologues, les infirmières, les ergothérapeutes, etc. Alors, il faut que tout le monde s'assoie ensemble puis qu'on dise, si on partait d'une page blanche puis on avait à bâtir le réseau de la santé, comme on l'a fait dans les années 50, 60 et tout, on est parti d'une page blanche puis on l'a bâti. Alors, et ce qui était bon il y a plusieurs années,
aujourd'hui mérite d'être modifié. Et de demander la collaboration de tout le monde. Et là, de briser toutes les barrières qui peuvent exister. Les ordres professionnels ont résisté, les fédérations de médecins. Je vais te conter une anecdote. En 2003, je négociais pour le gouvernement dans le réseau de la santé. On a signé les descriptions de tâches des infirmières cliniciennes, praticiennes, etc. Ce qui se faisait déjà à l'époque en Ontario, depuis de nombreuses années. Ça a pris 20 ans au Québec pour implanter ça en arrivée. Pourquoi? À cause de l'urgence. Parce qu'il y avait une résistance des médecins. Alors, ce sont toutes ces barrières-là, qu'elles soient du côté syndical, des ordres professionnels, il faut asseoir tout le monde ensemble puis dire comment on fait. Et à partir de là, faire les changements qu'il faut. Puis je vais aller plus loin. En 92, ça ne me rajeunit pas. On avait négocié une lettre d'entente, toutes les organisations syndicales avec le gouvernement, pour revoir toute l'organisation du travail, les modes de rémunération, les structures hiérarchiques, etc. Et les centrales syndicales s'engageaient à revoir les conventions collectives pour les adapter. Alors que ce sont des conventions qui, au fil des années, se sont bâties. On a des problèmes, on a ajouté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les conventions collectives ont à peu près 500 pages. Ah oui. Tellement techniques, tellement complexes, etc. Juste pour combler un poste, là, c'est une hiérarchie absolument. Et s'ajoute à ça les phénomènes de société d'aujourd'hui, c'est du pas dans ma cour. Les gens ne veulent plus travailler les soirs, les fins de semaine, la nuit, etc. Alors, donc, il y a une multitude de problèmes. Il faut que tout le monde s'assoie ensemble et qu'on redécouvre le bien collectif. Tu sais, c'est beau les slogans, là, le patient au cœur de la réforme et de la santé, là. Mais il faut, comme disait Jean Chrétien, il ne faut pas que ça soit juste un slogan, là. Il faut vraiment là, qu'on ait une responsabilité, il y a une prise de conscience collective, qu'on mette de côté ce qu'on appelle les acquis et tout. Je ne dis pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, là, c'est pas ça mon enjeu, mais c'est de dire qu'est-ce qu'on fait pour que tout le monde travaille mieux dans le réseau et les employés soient satisfaits aussi. Exact. Michel Venn, est-ce qu'il y a quelques graines, quelques points d'espoir que l'on pourrait, oui, reprendre ou faire reprendre le dialogue de ce que souligne Gilles Charland, là? Parce qu'il y a comme cette nécessité d'arrêter de traiter ça uniquement par tranche. Mais oui, est-ce qu'il peut y avoir, selon toi, là, avec ta longue expérience que tu as, un moment qui peut apparaître pour dire, bon, ben là, regardez, là, on l'a adopté de façon forcée, cette loi-là, elle est là. Bon, ils ont la majorité, ils l'ont adoptée. Maintenant, est-ce qu'on peut s'asseoir avec, je dirais, de façon imagée, dans un premier temps où tout le monde va être bien choqué, là, puis il va dire que l'autre n'a pas raison, etc., mais est-ce qu'il y a des espoirs de calmer le climat, puis de dire, bon, maintenant, engageons-nous sur une révision, oui, compte tenu des besoins, puis des responsabilités, des possibilités, y compris, bien sûr, les autres professionnels qui n'ont pas été concernés par ce geste-là. Est-ce qu'il y a des espoirs, Michel, selon, de reprise de dialogue, si je peux me parler ici? Eh bien, il va falloir attendre après les élections. Parce que c'est sûr qu'on peut, nous trois aujourd'hui, puis nous quatre avec Paul, on peut élaborer des scénarios. On peut se dire, ce serait bien qu'on fasse ceci comme cela. Et penser donc à des contenus, penser à des méthodes. Mais dans ce qui nous concerne ce matin, le messager, la personne, les personnes qui sont responsables, comptent pour beaucoup. On a besoin de leadership. Un leadership qui s'inscrit dans un dialogue, un leadership qui comprend ce qui se passe dans la vraie vie, mais qui a aussi conscience des responsabilités administratives qui doivent être assumées pour que les changements se fassent. Hein, parce qu'on ne peut pas être angélique là-dedans non plus. Hein. Il y a à un moment donné des gens qui doivent trancher. Mais sauf que donc, actuellement, avec ce que le gouvernement vient de faire, il n'est plus un interlocuteur valable aux yeux probablement de la grande majorité des gens qui travaillent dans le système de santé. Asseoir tout ce monde-là ensemble, oui, ça peut être intéressant. D'ailleurs, je l'ai fait. Année 2012, Gaétan Barrette est au pouvoir et je m'assois je suis à ce moment-là directeur général de l'Institut du Nouveau Monde. Notre spécialité, c'est d'organiser des dialogues. Je reçois un coup de fil de la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN
qui dit, Michel, on peut-tu penser à organiser un dialogue ouvert avec l'Association des établissements de santé, donc les représentants des conseils d'administration et des directions générales de la santé au Québec. Puis on pourrait-tu aussi embarquer là-dedans les fédérations de médecins? On pourrait-tu embarquer dans ce dialogue-là aussi les associations de différents professionnels, les ordres professionnels? Ben, on l'a fait. On a réuni 600 personnes dans un hôtel de Québec pendant 2 jours et on est ressorti avec une feuille de route de ce qui devait changer dans le système de santé. Puis, aux mêmes tables, tu avais des gens qui ne s'étaient jamais parlé de ces affaires-là dans la vie quotidienne. Un directeur d'hôpital assis à côté d'un délégué syndical, mais pas du même hôpital, ce qui fait qu'ils n'essayaient pas de régler leurs problèmes locaux, là. Hein, ils discutaient de l'avenir du système. Puis on est ressorti de là avec un truc consensuel. Évidemment que Gaétan Barrette a rejeté du revers de la main, parce que lui, il savait tout, il connaissait tout, il allait tout décider tout seul dans son bureau. Mais c'est juste pour dire que quand on assoit les gens ensemble, effectivement, on arrive à une vision de ce que peut être le système. Mais cela étant dit, je rejette l'idée, Gilles, c'est pas personnel, de la page blanche. Pourquoi? Parce que c'est impossible en politique de faire ça. On ne peut pas tout défaire puis reconstruire. On est obligé de partir de ce qu'on a. Puis on a déjà beaucoup de bonnes choses. C'est juste qu'il y a des choses qui ont été écartées. Prenons l'idée du CLSC, par exemple. Rémi, on en a parlé plusieurs fois ici. Oui, plusieurs fois. Hein? Je veux dire, les CLSC pourraient aujourd'hui jouer un rôle dans cette espèce de coordination dont on a besoin au niveau local. Par exemple, ne serait-ce que pour prendre en charge les patients que les GMF ne seront jamais capables de prendre en charge, sont déjà débordés. Oui. Alors tu sais, ces choses-là, on les connaît déjà, mais ça prend un bon chef d'orchestre. Tout à fait. Et actuellement, le gouvernement s'est disqualifié. Il va falloir attendre après les élections. Je prends la version de la page blanche de Gilles en disant, c'est pas une page blanche, on efface tout. C'est une page blanche dans le sens que on sait tout ce qu'il y a sur la table. Hein? On sait tout ce qu'il y a sur la table. D'accord, puis là, on dit, on peut écrire une nouvelle page. On peut écrire. Il y a une possibilité d'écrire. Moi, je le prends comme ça, là, la façon d'y arriver. Tout à fait. Mes propos ont peut-être été pas clairs, Michel. Non, c'est moi. Mais non, c'était pas de dire on part à zéro. On prend ce qui existe. C'est pour ça que je dis, il y a tellement d'expertise dans ce réseau-là. Ah, oui. Et je dirais de bonne volonté, de compétence. Oui. Et il s'agit juste, quand je dis une page blanche, c'est de dire on prend ce qu'il y a, parce que dans le réseau, quand tu y rentres, les gens, il n'y a personne qui critique le réseau. Non. Les gens sont bien soignés, ont de bons soins et tout. Alors, c'est juste de... Et un dernier élément, puis je vais élargir la piste en quelque sorte par après. Hier, j'ai assisté à une rencontre de tous les intervenants, justement, Michel, Gilles, là, en santé, en prévention et de la façon dont on peut envisager de rendre les services. 500 personnes réunies hier à l'Université du Québec à Montréal, là, hein, de toutes les catégories de professionnels, sauf les médecins. Mais quoi qu'encore là, il y avait quelques médecins dans la salle. Bon, maintenant, là, il y a une façon autre. C'est pourquoi j'en profite pour glisser le message, parce que j'y ai intérêt, là. L'UQAM et le réseau de l'Université du Québec qui dit maintenant, il faudrait qu'on ait une faculté de médecine pour former des médecins à la pratique familiale, axée sur la médecine de famille. Bon, alors, ça veut dire que les autres catégories de professionnels, je pense qu'on peut les appeler comme ça, sont d'un apport inestimable ou inestimé, hein, pour faire en sorte qu'on peut soulager le système et faire en sorte, quant à moi, hein, une expression simple, laissez les médecins faire de la médecine. Laissez les médecins faire de la médecine et non pas les étouffer sur de la paperasse, sur des contenus qui font en sorte que ça entache le geste personnel qu'ils vont poser. Bon, ceci nous amène, je fais pas exprès pour glisser sur un autre élément. Michel, tu mets un peu tu sèmes le grain, mais il faut un interlocuteur crédible. Sondage cette semaine sur la popularité du gouvernement, et surtout sur les intentions de vote en 2026. Et là, il faut bien qu'on constate les chiffres, là, hein. Le gouvernement qui se retrouve à 14 en termes d'intention de vote, et qui se retrouve à une désapprobation de ce qu'il fait actuellement en termes de taux de satisfaction à 75 %. Comment allons-nous passer, Gilles, Michel, comment on va passer les prochains mois, les prochaines semaines avec
disons-le comme ça, là, hein? Oui, je pense, là, un gouvernement qui a perdu pas toute, mais de la légitimité. Comment le dialogue de société peut, à un moindre niveau, disons, s'installer et se poursuivre en vue, en particulier avec cette perspective de sécurité de 2026. Bon, puis par ailleurs, pas juste l'insatisfaction du gouvernement, mais j'y ajoute tout de suite aussi un autre grain. Dans le débat, justement, autour de ce projet de loi-là, je trouve, quant à moi, qu'on a pas assez entendu le Parti québécois. On n'a pas entendu le Parti québécois. Une méthode, une approche qui était non probante selon l'ensemble des opposants, puis en particulier des partis de l'opposition, mais quelle est la matière pour mettre de la chair autour de l'os? Et je trouve déplorable quant à moi, là, que le Parti québécois, qui est en tête dans les sondages, n'ait pas profité de la situation pour mettre un peu de chair. Pas tout, mais un peu de chair autour de l'os. Que penser de la situation, Gilles? Moi, je pense qu'il y a une partie de stratégie. J'ose espérer, et ce que j'entends, c'est que le Parti québécois se prépare, tient différentes tables rondes pour élaborer son programme électoral. Moi, je pense qu'il s'agit là d'une stratégie pour laisser le gouvernement continuer à creuser sa propre tombe. Oui, il fait très bien ça lui-même. Oui. Alors, il n'y a pas besoin de renchérir et mettre de l'avant dans l'immédiat. Là, on est dans la stratégie politique. Le moment sera venu lors de la campagne électorale ou dans les mois qui précèdent de mettre de l'avant son programme et pour les autres partis aussi. Alors, mais je comprends bien que le Parti québécois est tentant, dans les sondages, devrait prendre les devants, mais je pense que stratégiquement, il préfère attendre le moment approprié. Oui, on peut comprendre ça facilement, oui, mais je pense qu'en tout cas, à mon avis, il fallait semer quelques grains. Hein. C'est comme, par exemple, on s'entend tous les trois pour dire il doit y avoir une prise, sinon une reprise du dialogue avec les professionnels. Je pense qu'on aurait pu au moins dire, bon, ben là, il y a comme une faille, il y a comme un bris de confiance, non seulement envers le parti politique, la gouvernance, là, mais également dans la société. On est en train de briser quelque chose qui existe au Québec. On a toujours, moi je l'ai toujours en tête, évidemment, c'est la beauté de nos arts, mes chers intervenants aussi. Tu sais, quand René Lévesque convoque la FTQ, puis le patronat avec Desmarais au Richelieu, puis que ça donne naissance, tout ça, à dire, oui, on est dans la misère, là. Bon, puis ça donne naissance à quoi? Au Fonds de solidarité de la FTQ. Parce que il y a un leader, c'est ce que tu évoquais, Michel, il y a un leader qui dit, bon, écoutez, là, nous, on a des capacités. On a des capacités. Si l'État veut nous appuyer, là, on va foncer à l'avant. Puis la réponse a été de dire oui. Pourquoi? Parce que on est pour notre monde qui travaille, notre monde qui veut travailler, puis on a aussi la capacité de cette force de travail-là de redresser un certain nombre de situations. Puis pourquoi cela ne pas semer ces graines, là, non pas en se fiant uniquement sur le passé, mais ces graines dans notre histoire. Au Québec, la concertation, ça a donné beaucoup de vie. Michel, est-ce que ça va? Est-ce qu'on va trouver ce leader-là? On va voir au moment de la campagne électorale qui, d'une certaine manière, vient de commencer. Là, okay? Ouais. Tous les sujets de débat vont toujours faire l'objet de la même stratégie. C'est-à-dire qu'on va, du côté des partis d'opposition, laisser le gouvernement s'enfoncer, comme disait Gilles, et plus tard viendront les engagements. Et là, on verra la capacité de gens comme Pablo Rodriguez ou comme Paul Saint-Pierre Plamondon de se proposer comme ces leaders dont tu as parlé, Rémi, avec raison, qui ont misé sur la concertation. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que pourquoi la CAQ existe-t-elle? Bien, c'est en partie parce que François Legault a voulu être l'anti-Parti québécois. Pour François Legault puis les jeunes qui l'entouraient, la méthode du Parti québécois avec ses sommets, ses concertations, ses consultations, ces débats à l'interne, ça leur tombait sur les rognons, mais alors là, pas rien qu'un peu. Ils n'en voulaient plus de cette façon-là de faire de la politique. C'était des gens qui se disaient, on va prendre le pouvoir, puis on va agir en fonction de ce qu'on pense qui est bon. C'était ça, leur motivation à quitter le Parti québécois dans un premier temps, puis ensuite de fonder un autre parti qui n'allait pas plonger
dans ce que eux considéraient comme étant des travers du Parti québécois, de la consultatite aiguë, là. Ouais. Bon. Alors, donc, c'est pour ça que François Legault agit très différemment. Il est différent. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres leaders? On pourrait donner d'autres exemples de ce que tu as mentionné, Rémi, à l'égard des sommets et de René Lévesque. Lucien Bouchard a fait la même chose après le référendum avec ses sommets sociopolitiques, Exact. desquels sont sortis, bon, le déficit zéro, ça peut être discuté, et toute une série de politiques sociales extrêmement intéressantes. Qu'a fait Pauline Marois en 2012, après la crise étudiante? Eh bien, après les élections, elle a convoqué un sommet. Voilà. Et est ressorti de là une formule d'indexation des droits de scolarité qui, 15 ans plus tard, est encore en vigueur, fonctionne et ne suscite pas d'opposition aujourd'hui. Mais c'est parce qu'elle a mobilisé des gens. D'ailleurs, l'année qui s'en vient, à mon avis, va ressembler beaucoup à celle de 2012. Je ferai le parallèle avec Jean Charest. Jean Charest a décidé de se braquer devant les étudiants. Il n'a pas reculé. Il a foncé dans le tas. Et puis, à un moment donné, il y a d'autres conflits sociaux qui se sont apparus. Et ces conflits-là se sont contaminés les uns les autres, ce qui fait qu'à la fin, les gens, quand ils manifestaient avec leurs casseroles sur leur balcon ou dans les rues, ils ne remettaient pas en question une mesure en particulier du gouvernement. Ils remettaient en question la manière de gouverner du gouvernement. Et là, François Legault, qu'est-ce qu'il fait cet automne? Il multiplie les opposants. Il ouvre des fronts partout. Aujourd'hui, c'est les médecins. Dans une couple de semaines, ça va être les syndicats dont il veut revoir le régime. Le projet de constitution contient des choses qui vont aussi dans le sens de l'autoritarisme de l'État, qui vont faire l'objet de contestations. Ensuite, ça sera contre qui? Contre les immigrants? Contre les fonctionnaires? Là, il a commencé à faire des coupures dans la fonction publique. Aïe, aïe, ça va réagir. Alors, il va multiplier les conflits. À un moment donné, ces conflits-là, ils risquent de se contaminer les uns les autres. Il risque d'y avoir des alliances entre les différents groupes qui sont associés, qui sont visés par ces soi-disant réformes. Et puis, le conflit va devenir global. Et là, c'est l'ensemble du gouvernement qui va être remis en question. C'est bien illustré par la façon d'être de nous autour de la table, là, où il y a toujours des graines d'espoir. Hein? Au Québec, là, on n'est jamais désespéré, je dirais, à tout craint, puis dire non, c'est fini, l'histoire se coupe. Non, il y a toujours des graines qui germent à quelque part en disant non, il y a des capacités de concertation, de dialogue. Tu as présidé un organisme dont c'était l'essence, Michel, puis Gilles, au niveau des directions syndicales. D'ailleurs, parce que dans mes notes, là, puis je regarde l'heure filée, là, je ne veux pas oublier justement ce que tu viens de souligner, Michel, un aspect en particulier. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de vouloir faire les règles de la gestion syndicale en déterminant à quoi vont servir les cotisations? Qu'est-ce que c'est que cet élément-là dans la façon d'être au Québec en disant les gens se regroupent en association puis négocient? Bon, c'est le fondamental, c'est le fondement de l'État. Mais là, on veut aller régir ce qui se passe à l'extérieur en disant vous ne devez pas penser comme vous pensez actuellement. Je ne peux pas m'empêcher de demander une petite réaction là-dessus, mais est-ce qu'on s'en va avec ça? Puis après ça, on va passer aussi à ce qui se passe de l'autre côté de la frontière à mon oncle Trump. Mais sur les syndicats, Gilles. Ben, encore une fois, c'est du populisme pur. Là. Ça fait penser à l'époque où, pour le bon peuple, ça prenait une chair à canon là, à manger puis à donner aux lions là, pour satisfaire. Alors, la loi actuelle, le Code du travail du Québec, l'article 47.2 plus précisément, prévoit que les syndicats doivent faire des états financiers annuellement. Et la loi prévoit aussi que chaque membre individuellement peut demander une copie de ses états financiers. Et pour te dire, les syndicats, là, ils prennent pas, puis je l'ai dit en tout respect, là, le comptable dans son sous-sol fait ses états financiers, à qui il paye en dessous de la table pour arranger les chiffres. Les syndicats sont de grandes organisations avec plusieurs membres, avec plusieurs millions de dollars de budget. C'est des grandes firmes de comptables qui ne mettront pas leur réputation, leur professionnalisme, leur code de déontologie pour manipuler des chiffres. Alors, ils sont connus et, comme dans tout, là, c'est des salaires, des bureaux, c'est les deux grands postes de dépenses. Le reste est à la marge.
Et quant à la démocratie syndicale, là aussi, la loi prévoit que quand tu fais des assemblées générales, notamment sur les conditions de travail, tu dois convoquer les membres à l'avant et le scrutin, il est au mode secret. Alors, plus démocratie que ça, là, bon, les heures d'assemblée générale, c'est vrai qu'il y a des fois qu'il y a des assemblées, mais ça, les membres peuvent toujours dire, on reporte le vote. Ils sont souverains. Comme les élections. Parce que ce que ça nous amène à dire, c'est qu'on veut que les gens participent. Est-ce que le gouvernement va dire qu'obligatoirement tout le monde doit voter? S'il y a 40 qui votent, là, 45 est-ce que le gouvernement est illégitime pour autant? Les élections municipales qui s'en viennent, toute participation de 35 est-ce que les gens qui sont élus sont inéligibles ou inaptes? Illégitime. Ou... Illégitimes. Alors, c'est de la bouillie pour les champs, encore une fois, pour faire plaisir à un certain bassin de population. Michel, une montée de lait de 1 minute. J'ai fait la mienne. Gilles nous a rationalisé tout ça. Bon, moi, c'était une montée de lait émotive, ça. Deux petites choses pour parler de légitimité. Le gouvernement Legault a été élu par 41 de la population, avec un taux de participation de 66 Ça veut dire qu'il y a juste 27 des Québécois qui ont voté effectivement pour lui. Ça ne l'empêche pas d'être légitime. Les lois qu'il fait adopter par sa majorité parlementaire à l'Assemblée nationale sont légitimes. Mais on peut se demander si, comment dirais-je, il peut continuer à gouverner sans jamais consulter personne autour. L'autre chose que je voulais dire, je m'en rappelle plus. Alors, la montée de lait est terminée. C'est bon, 2 minutes. Alors, il nous reste une quinzaine de minutes. Il ne faut pas donc négliger par ailleurs. Il y a une allusion de Gilles ici aussi aux élections municipales. Je ne pense pas qu'on va avoir le temps, mais il y a une semaine prochaine avant les élections. Ça fait qu'on s'organisera pour être au premier rang des préoccupations la semaine prochaine. Il se passe beaucoup de choses du côté du mononcle outre-frontière, de Donald Trump. Bon, alors là, le premier ministre de l'Ontario, M. Ford, a décidé, lui, qu'à l'encontre, en quelque sorte, de l'approche du premier ministre du Canada, dans ses relations avec le président américain, de dire, bon, écoutez, moi, je pense qu'on devrait faire une partie de bras de fer avec ça, là. C'est-à-dire, moi, je vais et j'ai payé une publicité qui dit que c'est contrecarrer toute l'approche du libre-échange, c'est dommageable pour les deux parties. Trump, dans son réseau True Social, dit « Oh, j'aime pas ça quand on me critique, là, même en utilisant la voix d'un ex-président Ronald Reagan. Là, je pique une crise, puis à soir, à 11h30, dans mon... Je sais pas si je suis rendu au lit, mais je décrète qu'il n'y a plus d'échange avec le Canada. » Alors, et qui plus est, ce matin, au moment où on se parle, le 25 octobre, avant de se rendre à une grande réunion internationale de la PEC en Asie, Trump dit « Je veux pas parler à Carney, je veux peu y parler ». Alors, premier constat, est-ce que l'approche du gouvernement du Canada peut se poursuivre de façon avec des espoirs de résultats positifs, en quelque sorte? Et en tout cas, il y a beaucoup de points d'interrogation dans ma question. Est-ce qu'on peut poursuivre cette voie-là? Est-ce qu'il est souhaitable de poursuivre dans cette voie-là? Mais je dirais, comme faire une expression qu'on emploie souvent, comme Lénine sur sa souche, que faire? Que faire maintenant, Gilles? Ben, écoutez, avec Trump, tout est tellement imprévisible. Parce qu'il y a une partie de rationnel dans ce qu'il fait, parce qu'il y a du monde alentour de lui aussi. Puis une partie, ben, c'est de l'impulsion et son humeur du moment. Et dans la même phrase, il peut dire une chose et son contraire. Alors, moi, je pense que le gouvernement du Canada actuellement a la bonne stratégie. Les États-Unis sont trop puissants par rapport au Canada pour dire on impose des mesures, des contre-tarifs et tout. La volonté de Trump, c'est d'écraser le Canada. Et je pense que la meilleure stratégie, c'est le temps. Pour le Canada, on va souffrir, Canadiens globalement. Le Canada va souffrir, mais une transition économique, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et je pense que d'attendre que l'inflation reprenne aux États-Unis, le chômage et tout, parce que ça va être ça les conséquences à moyen terme, mais je pense qu'il faut attendre. Et il faut éviter, mais là, c'est un peu impossible, que la politique interne, que ce soit des conservateurs, du Bloc, du NPD, de vouloir des résultats immédiats. Il n'y a aucun gouvernement, ça serait M. Blanchette, M. Poilievre
le NPD, il n'y a pas de chef, là, mais un fantôme Ouais. serait là. On ne peut pas, techniquement. Alors, ça prend de la patience et c'est d'encercler autant que faire se peut Trump pour qu'à un moment donné, il n'ait pas le choix que de convenir d'un accord avec le Canada. Alors, Michel, que choisir? La patience ou l'impulsivité de Doug Ford? Les seuls qui peuvent influencer Donald Trump, ce sont les Américains, qui lui donnent sa légitimité. On parlait de légitimité. Il a été élu. Alors là, pour l'instant, c'est lui qui mène. Et par contre, il adopte des politiques dont les Américains commencent à se rendre compte qu'elles pourraient les faire souffrir. D'abord avec l'inflation qui ne diminue pas, le chômage qui pourrait augmenter. Parce que le pari de Donald Trump, c'est de dire, et c'est là l'aspect peut-être rationnel dans son approche, c'est de dire on va ramener la production industrielle aux États-Unis au lieu de faire fabriquer les affaires à l'étranger puis de les acheter par la suite. On va donc ramener la production chez nous. Ça vaut pour l'acier, ça vaut pour l'aluminium, ça vaut pour l'automobile, ça vaut pour à peu près tous les secteurs. Au Canada, actuellement, ce qui nous protège, c'est qu'on a signé avec Trump, dans son premier mandat, l'accord de libre-échange avec le Mexique, les États-Unis et le Canada. Ce qui fait qu'il y a 70, 75 ou 80 de nos exportations qui sont encore protégées contre les tarifs. Ça se termine l'année prochaine. Et là, il y aura de vraies négociations. Parce que pour l'instant, quand le gouvernement Carney essaye d'influencer Donald Trump pour qu'il retire des tarifs qu'il a imposés, c'est probablement peine perdue. On a changé de paradigme. Nous ne sommes plus dans une époque de total libre-échange. Il y a encore du libre-échange, mais il y en a moins. C'est pour ça que quand le gouvernement, quand M. Carney, par exemple cette semaine, il a fait un discours, j'allume ma télévision un soir, je vois M. Carney qui fait un discours. Là, c'est écrit en dessous, dernière heure, le discours de Mark Carney. Je me dis, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il démissionne? Est-ce qu'il déclenche des élections? Non, non. C'était juste pour dire à des étudiants, vous savez, Trump, pas sûr que c'est possible de le faire, de l'infléchir. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Bien, nous, on a à investir dans nos propres entreprises, à développer notre économie, puis à diversifier nos exportations. Plus facile à dire qu'à faire. Là, M. Carney, après ça, est parti pour l'Asie pour essayer de convaincre des pays d'ouvrir leurs frontières au Canada. Et ça, je pense que c'est ça la stratégie qu'on doit avoir. C'est une diversification de nos exportations, une diversification de notre économie. Mais c'est pas évident, parce que quand on veut exporter ailleurs qu'aux États-Unis, eh bien, là, il faut ouvrir des marchés. Alors, ça fait des années, ça fait au moins 20 ans que la politique du gouvernement du Canada, c'est de multiplier les accords de libre-échange avec d'autres pays. On a un accord avec l'Europe. Ouais. On a un accord en négociation avec les pays d'Asie du Sud-Est. D'ailleurs, M. Carney va se présenter au sommet de ces pays-là au cours de la semaine prochaine. Il veut aussi rencontrer la Chine. Tu sais, on a dit de la Chine il y a 3 ans que c'était une puissance perturbatrice. Et là, on veut en refaire un allié stratégique. On se rappelle des différents conflits qu'il y a eu entre le Canada et la Chine. Il y a même eu des diplomates canadiens qui ont été détenus par la Chine pendant plus de 1000 jours à cause d'un conflit autour de Hawaï. Alors, Ouais. bref, M. Carney, il fait ce qu'il peut. Hein? Évidemment, il nous avait peut-être promis un peu plus. Mais pour l'instant, c'est sa principale carte à jouer. C'est qu'ici même, chez nous, on recompose un peu notre politique économique et qu'on constate que le monde a changé là et que le libre-échange tel qu'on l'a connu, ça ne reviendra pas tout de suite en tout cas. Non. Par contre, les États-Unis vont toujours demeurer notre principal client. C'est notre voisin et c'est l'économie la plus puissante au monde. Alors, donc, pour revenir là-dessus, il y a un élément comment dire, inchangé, c'est les États-Unis demeurent une immense puissance économique, politique sur la planète, mais économique sur le continent. Et puis, oui, il y a, compte tenu de la révision de sa politique économique, indéniable avec les gestes de la dernière année, eh bien, il faut qu'il y ait un redéploiement de l'économie canadienne. Et ça se fait à coup de décennies. À coup de décennies, on peut avoir la volonté, mais il faut qu'on ait aussi des politiques industrielles, justement, en travaillant avec les intervenants qui ont des capacités, là, qui ont des capacités de participer à ce redéploiement. Et ça va nous amener, là, justement, dans une quinzaine, là, à un budget, le premier budget depuis 18 mois par le gouvernement fédéral.
est-ce qu'on pourrait y retrouver, on devrait y retrouver dans cette politique-là, hein, la politique budgétaire, des éléments qui vont appuyer un redéploiement, pour aller vers un redéploiement industriel et commercial de l'ensemble canadien vis-à-vis d'autres pays, puisque, par ailleurs, les États-Unis, on est à 20 minutes de ce grand marché mondial, les États-Unis, mais ouvrir d'autres marchés en Europe, avec des pays, avec l'Asie du Sud-Est, eh bien, ça demande une nouvelle façon de se déployer. Est-ce qu'on peut penser qu'on devrait retrouver ça avec, probablement, un alourdissement du déficit économique de l'État canadien pour enclencher ce redéploiement industriel? Oui, 5 minutes, nous dit notre ingénieux Paul Laville. Vas-y. La réponse, c'est oui, absolument. Je pense qu'on n'a pas le choix, dans le contexte actuel, d'avoir des déficits plus grands. Mais encore une fois, je trouve l'approche bonne de séparer les dépenses d'opération par rapport aux investissements. Et encore là, je pense qu'il faut commencer dans notre propre cours, à briser les barrières interprovinciales, qui amènera déjà une augmentation du PIB interne. Et d'autre part, je refais du pouce à ce qu'on a discuté pendant l'émission. Je pense que le Canada est dû pour une grande rencontre entre entreprises, organisations syndicales, les différents paliers de gouvernement pour avoir une stratégie globale. Oui, il y a de l'argent à faire. Oui, que les compagnies en fassent, mais c'est d'avoir le prix juste et juste le prix. Ouais. Pour pas qu'il y ait une surenchère d'inflationnistes et tout, puis se donner vraiment un projet de société à travers ces grands projets-là industriels. Michel, est-ce qu'on doit se dire dès maintenant, dans le prochain budget fédéral, oui, il faut qu'il y ait des investissements là, pour développer cette stratégie-là, des investissements pour faire changer la donne dans l'immédiat? Il n'y a pas de pensée magique là-dedans, là, hein? Oui. Mais est-ce qu'on doit penser à des investissements pour vers une politique de redéploiement social, et que puis dire, j'insiste sur le mot social aussi, social, économique et culturel du Canada? Disons-le, là, on demeure un petit joueur sur le continent. Faut pas, tu sais, l'éléphant est à côté, alors il faut éviter de se placer dans une situation où il va nous écraser, là, à tout le moins, là. Est-ce qu'on peut penser qu'on devrait aller dans cette direction-là? Oui. Actuellement, la seule vraie question qui se pose à propos du prochain budget, c'est quels sont les députés de l'opposition qui vont voter avec le gouvernement qui est minoritaire pour être sûr que le budget va passer, qu'on ne déclenche pas des nouvelles élections. Alors, bon, une fois qu'on saura ça, le budget va être adopté. On sait que le déficit va atteindre 70 milliards à peu près. Et pour ce qui est des mesures, le gouvernement a déjà annoncé ses couleurs, hein. Il va y avoir 8 milliards de plus pour l'industrie de la défense, entre autres choses. Il y a cette loi qui a été adoptée au mois de juin qui permet d'accélérer les grands projets. Et le 5 septembre dernier, le gouvernement a fait une annonce où il a annoncé 6 nouveaux programmes, une initiative régionale de réponse aux tarifs, de l'aide aux producteurs agricoles et, entre autres, les producteurs de canola au Canada, un soutien aux liquidités des PME via la Banque de développement du Canada, une politique achetée canadien, un nouveau fonds de réponse stratégique de 5 milliards de dollars pour aider les entreprises qui sont touchées par les tarifs, et un programme de recyclage de la main-d'œuvre pour que 50 000 travailleurs puissent changer d'emploi. Alors, on les connaît à peu près, les politiques que le gouvernement va annoncer. Ce qui nous manque, c'est les chiffres globaux, mais selon le directeur parlementaire du budget, on s'aligne vers un déficit de 70 milliards et les perspectives économiques pour les années qui s'en viennent sont négatives, dans le sens où la croissance économique va diminuer sous l'effet des nouveaux tarifs, entre autres. Et que le chômage va continuer d'augmenter légèrement et que l'inflation n'est pas encore sous contrôle. Alors, en gros, on le connaît, le portrait. Maintenant, c'est une question de leadership, de mobilisation de la population, de conserver l'espoir aussi qu'on est capable, ici au pays, de faire des choses ensemble pour garder et conserver et améliorer notre position à l'échelle globale dans le commerce international. On peut dire que les éléments sur la table à discuter et à échanger sont multiples pour les quelques jours, quelques semaines qui viennent. À la fois, à Québec, avec cette loi spéciale qui a été adoptée pour les médecins. D'autre part, ce budget fédéral dont on vient de causer. Puis par ailleurs, il ne faut pas l'oublier, hein? On peut mâcher de la gomme puis marcher en même temps. Il faut penser aux élections municipales. Hein? On est à 15 jours des élections municipales. Il y aurait beaucoup, beaucoup à dire
On va se réserver ça pour la semaine prochaine en particulier. On va mettre là-dessus parce que le premier niveau qui s'exprime pour la population, là, c'est au niveau local. Hein? Et là, il y a toutes sortes d'éléments qui entrent en ligne de compte. Là. C'est le premier gouvernement qui s'en va en élection quand on a une crise de confiance ou une mauvaise humeur. C'est généralement lui qui écope de la mauvaise humeur des citoyens. Mais ça ne nous empêche pas, non, c'est un devoir maintenant de réfléchir intensément. Bon, comment on voudrait que nos gouvernements de proximité, puisqu'il faut employer ce langage-là des municipalités, comment ils devraient se comporter pour en arriver à ce que nous, qu'on puisse avoir une vie dans nos quartiers, dans nos arrondissements, nos villes et nos municipalités, comment on va se comporter. Voilà, c'était la revue de presse avec Gilles Charland, spécialiste en relation de travail, et notre ami Michel Venn, éditorialiste, puis qui est en commentaire cette semaine, la formule qu'on adapte chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour à nouveau analyser l'actualité et faire des suggestions. Bonne semaine à tous. Au plaisir. Merci Gilles, merci Michel. Bonne semaine. Merci Bonne Paul. semaine, merci.